Vous savez ce moment exact où quelqu'un vous regarde et vous voit comme invisible. Pas comme quelqu'un dont vous ignorez l'importance, mais comme quelqu'un qui n'existe que quand vous avez besoin de lui et qui disparaît ensuite. C'était moi. Nathalie Mercier, architecte de base de données, prestataire informatique senior, avec 15 ans d'expérience dans ma poche et un système de 2,8 milliards d'euros qui reposait entièrement sur ce que je savais faire. Et puis, il y a eu ce moment où mon manager, Sébastien Morin, a ri. C'est précisément là que tout a basculé. Je commence par vous expliquer où j'étais. Paris, bureau principal d'une grande banque privée, étage 41, vue sur la Seine à travers des vitres teintées. L'infrastructure informatique était ma responsabilité. Pas officiellement pour la banque, officieusement, j'étais une prestataire. Cela signifiait que j'avais construit et que je maintenais le système, mais que je n'avais aucune permanence. Je n'avais aucun titre impressionnant sur ma carte de visite, juste le mot « consultant » avec une date d'expiration. Sébastien Morin était mon supérieur hiérarchique direct au sein du département technique, bien qu'il ne comprenait strictement rien à l'infrastructure que je gérais. Il avait un master en gestion de projet et une confiance en lui absolument disproportionnée à ses compétences réelles. Il portait toujours des costumes impeccables, un peu trop chers, avec des montres qui coûtaient plus que ce que je gagnais en 3 mois. Il avait cette façon de parler aux gens, condescendante, rapide, comme s'il était constamment pressé d'aller vers quelque chose de plus important que votre existence. Depuis 2 ans et demi, je construisais et je reconstruisais ce système de base de données distribuées. 2 ans et demi de nuits tardives, de réunions d'urgence, de décisions architecturales qui auraient pu basculer des millions de transactions. Je m'étais assise pendant des jours avec des clients, expliquant les choix technologiques. J'avais écrit la documentation, j'avais formé les équipes, j'avais dormi au bureau plus de fois que je ne l'admettais à ma famille. Et pendant tout ce temps, Sébastien présentait mon travail comme le sien. Pas de façon flagrante, c'était plus subtil que cela. Une réunion avec les cadres supérieurs où il disait « Nous avons décidé de cette architecture » au lieu de « Nathalie a décidé et j'ai approuvé ». Un email au client où il était copié et apparaissait comme le point de contact principal. Une présentation trimestrielle où il montrait les métriques que j'avais recueillies, avec son nom en gros sur la diapositive de titre. Ma rémunération, bien sûr, refusait de suivre ma valeur. Je facturais environ 120 € de l'heure. C'était un taux correct sur le marché pour un consultant, disait-on. Mais mon entreprise de prestation prenait 50%, les impôts en prenaient 30%. Mon salaire réel était quelque chose comme 55 € de l'heure pour une expertise qui aurait valu au moins 250 € si j'avais été un employé permanent. Et Sébastien gagnait plus que moi, avec un titre qui sonnait mieux et une responsabilité qui était formellement la mienne. Je ne vais pas vous dire que je n'étais pas amère, je serais en train de vous mentir. Mais je contrôlais ma frustration. Je suis quelqu'un qui pense à long terme. Je sais comment jouer le jeu professionnel. Je souriais aux réunions, je restais professionnelle, je délivrais ce qui était demandé, toujours à l'heure, toujours sans erreur grave. C'est pour cela que l'incident en question m'a vraiment atteinte. C'était un jeudi matin, 10h moins le quart, dans la grande salle de conférence du 30e étage. Sébastien avait organisé une présentation pour des clients importants, une institution de crédit suisse qui envisageait de confier d'énormes volumes de données à notre infrastructure. Je savais que cette affaire était critique. Je l'avais préparée moi-même. J'avais créé les diagrammes, écrit les spécifications de performance, modélisé les scénarios de pire cas. Sébastien était en costume bleu marine, le costume bleu marine, celui qui coûtait 2000 €. Il expliquait l'architecture aux 4 Suisses dans leur propre costume bleu marine, légèrement moins cher mais infiniment plus authentique. Tout allait bien jusqu'à ce que l'un des clients pose une question technique très pointue sur la résilience du système en cas de défaillance simultanée de 2 nœuds dans notre cluster principal. C'était une bonne question.
Une question qui montrait qu'ils comprenaient vraiment ce qu'ils étaient sur le point d'acheter. Sébastien a cligné des yeux. Il a regardé vers la porte comme s'il cherchait une échappatoire. Et puis il m'a dit, à moi, assis à l'extrémité de la table parce que j'étais, après tout, juste la prestataire, « Nathalie, explique-leur le détail technique, tu veux ?» Je l'ai expliqué, en détail, pendant 15 minutes. J'ai pris le contrôle du clavier, j'ai ouvert notre console de gestion, j'ai montré les métriques en temps réel, j'ai dessiné les scénarios sur le tableau blanc. J'ai montré comment le système bascule automatiquement vers les nœuds secondaires en 42 millisecondes. J'ai montré les logs de tests que j'avais effectués la semaine précédente. J'ai répondu à chacune de leurs questions avec une précision qui n'avait aucune faille. À la fin, les clients suisses hochaient la tête avec satisfaction. Ils m'ont posé d'autres questions. Ils m'ont posé directement des questions. Ils avaient compris que c'était moi qui savais réellement ce qui se passait. Sébastien avait noté tout cela. Assis dans son costume bleu marine, il regardait. Et puis la réunion s'est terminée. Nous avons tous serré les mains. Les clients suisses sont partis en promettant de prendre une décision dans 15 jours. Je suis restée pour ranger la salle. Sébastien a attendu que je remonte à l'étage. Et c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Il y avait peut-être 10 personnes dans le couloir du 30e étage. Pas important qui, d'autres managers, des collègues, des gens que je connaissais vaguement. Et il a dit cela. Je ne sais pas s'il croyait vraiment ce qu'il disait, ou s'il essayait juste de reprendre le contrôle de la situation, de regagner son autorité quelque part. Mais il l'a dit. Elle est bonne, la petite Nathalie, mais vous comprenez, c'est juste une prestataire. Il riait en le disant. Je veux dire, elle fait du bon travail technique, mais elle n'a pas vraiment la vision stratégique, vous savez. Et puis, j'ai vraiment apprécié ce détail. Il a ajouté « C'est pour cela que nous, les vrais membres de l'équipe, on doit être là pour mettre tout cela en perspective. » Je me souviens précisément de ce moment. Je tenais ma tasse de café, du café froid maintenant, que j'avais oublié en réunion. Je la tenais dans ma main droite. J'aurais pu la lancer sur lui. Ça aurait été satisfaisant, je l'imagine. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement regardé. Et puis j'ai hoché la tête avec un sourire très faible et très contrôlé. « Vous avez raison, Sébastien, » ai-je dit très tranquillement. « Juste une prestataire. » Et à ce moment précis, quelque chose s'est éteint en moi. Pas ma conscience professionnelle, pas mon dévouement au système que j'avais construit, mais ma volonté de le protéger pour quelqu'un qui pensait que j'étais interchangeable. Ce jour-là, j'ai quitté le bureau tôt, ce que je n'avais pas fait en 2 ans. J'ai roulé vers Montparnasse et j'ai pris un café seul chez un petit bistrot que je ne connaissais pas. Et j'ai réfléchi, vraiment réfléchi, à ma situation, à mes options, à ce que je possédais réellement en tant que prestataire qui avait construit une infrastructure critique sans contrat de garderie. Une prestataire peut quitter à tout moment. Cela fonctionne dans les 2 sens, n'est-ce pas? Je n'avais pas l'intention de causer du tort gratuit. Ce n'était pas une vengeance irréfléchie, c'était plus méthodique que cela. Je suis quelqu'un qui pense. Je sais comment les organisations fonctionnent. Je sais ce qui se passe quand quelqu'un qui comprenait vraiment un système décide juste de ne plus le faire. Et j'ai commencé à planifier. La première chose que j'ai faite, c'était d'auditer ma propre accès. En tant que prestataire, j'avais ce qu'on appelle des identifiants de service, des comptes informatiques liés à mon contrat de prestation avec l'entreprise. Ces identifiants me donnaient un accès complet aux serveurs critiques. Je pouvais créer de nouveaux utilisateurs. Je pouvais modifier les permissions. Je pouvais accéder aux bases de données principales. Je pouvais, techniquement, faire disparaître l'intégralité du système. Mais ce n'est pas ce que j'allais faire. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose beaucoup plus simple. Quelque chose que n'importe quel prestataire ordinaire aurait le droit absolument légal de faire. J'ai pris note de mes dates d'expiration d'accès.
Tous mes identifiants avaient des dates d'expiration intégrées. C'était une mesure de sécurité de base. Les prestataires n'avaient pas d'accès permanent. C'était généralement renouvelé automatiquement quand un contrat était renouvelé. Tous les 6 mois, l'équipe RH devait signer les papiers pour prolonger mes droits d'accès. La dernière expiration était programmée pour 3 semaines plus tard, le 31 mai. Normalement, avant cette date, j'aurais contacté l'équipe RH. Je leur aurais dit « Hey, mon accès expire le 31 mai, on va renouveler ça ?» Et ils auraient dit « Oui, bien sûr », et les papiers auraient été signés, et l'équipe informatique aurait obtenu l'approbation, et ils auraient prolongé tous mes identifiants pendant 6 autres mois. Mais qu'est-ce que j'allais faire, c'est rien dire. J'allais attendre que le 31 mai arrive. Et puis, quand tous mes identifiants allaient expirer automatiquement à minuit, je n'allais pas les renouveler. Je n'allais pas appeler. Je n'allais pas répondre aux emails. Je n'allais pas être disponible. Parce qu'une prestataire qui n'a pas de contrat valide n'a pas besoin d'être disponible. Je vous l'ai dit, c'est méthodique. Ce n'est pas une perte de contrôle, c'est simplement exercer exactement les droits que j'avais légalement. Mais avant d'arriver à ce moment, j'avais 3 semaines, et je n'allais pas les gaspiller. J'avais besoin de me préparer. J'avais besoin de m'assurer que personne d'autre ne saurait comment faire ce que je faisais. C'était déjà vrai, mais je voulais en être absolument certain. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai continué à travailler comme d'habitude. Je venais au bureau, j'assistais aux réunions. Sébastien faisait comme si de rien n'était. Il y a quelque chose de très français dans cette capacité à ignorer complètement quelqu'un que vous avez humilié. Nous nous croisaient dans les couloirs, et il prétendait que cela ne s'était jamais produit. Mais j'étais en train de faire mon audit de remplacement. Je vérifiais que tous les systèmes critiques avaient des dépendances directes envers les tâches que je gérais, et seulement ces tâches. Je vérifiais que les procédures de sauvegarde dépendaient de mes scripts. Je vérifiais que même les opérations de routine qui semblaient simples passaient par des étapes que seul quelqu'un qui comprenait vraiment l'architecture pouvait naviguer. Ce n'était pas difficile à vérifier parce que c'était vrai. Pendant 2 ans et demi, j'avais construit le système d'une telle manière que je n'avais jamais à compter sur quelqu'un d'autre pour le maintenir correctement. Et maintenant, cela signifiait que quelqu'un d'autre ne pouvait pas non plus compter sur quelque chose d'autre pour le maintenir. J'ai également vérifié les contrats. Je ne suis pas avocate, mais je savais comment lire un contrat de prestation informatique. Et j'ai découvert quelque chose de très intéressant. Il y avait une clause qui disait qu'en cas de résiliation unilatérale par le prestataire n'était pas obligé de former un remplaçant ou de transférer les connaissances de manière proactive. C'était considéré comme un préjudice commercial normal. Je voulais être en accord complet avec chaque lettre du contrat. Émilie Garnier m'a remarqué. Elle était l'une des rares personnes dans ce bâtiment qui voyait réellement ce qui se passait. Émilie était une architecte solution senior, environ mon niveau de compétence, mais avec un titre permanent et un salaire permanent. Elle et moi avions travaillé ensemble sur plusieurs projets. Elle comprenait ce que je faisais en 3 ans. Elle m'a attiré un jour après une réunion des équipes de sécurité. Elle a fermé la porte de son bureau et m'a simplement demandé « Nathalie, que se passe-t-il avec toi ?» J'ai nié au début. Vous savez comment c'est. Vous prétendez que tout va bien parce que vous ne voulez pas donner à quelqu'un d'autre des munitions contre vous. Mais Émilie m'a regardé avec ses yeux de quelqu'un qui comprenait réellement le calcul que je faisais. Et j'ai craqué. Je lui ai expliqué. Pas tous les détails, mais suffisamment. J'ai parlé du commentaire de Sébastien, de ma frustration, de ma réalisation que j'avais une option et je pensais sérieusement à l'exercer. Émilie a écouté, puis elle a dit « Nathalie, c'est la chose la plus française que j'ai jamais entendue. » Elle voulait dire par là que c'était la chose la plus « prendre ta vengeance avec la bureaucratie » que j'ai jamais entendue. Parce que c'est très français, n'est-ce pas? Les Français n'explosent pas. Les Français entrent dans les détails de ce qui est légalement dû et ce qui ne l'est pas, et puis ils trouvent le point exact où ils peuvent placer un levier.
Et puis elle m'a dit « Je vais appeler le bureau du CTO. Et je vais lui dire exactement ce que tu as construit et ce qui va se passer dans 3 semaines. » Je lui ai dit « Émilie, non, ne fais pas ça. » Mais elle a dit « Nathalie, tu as raison d'être en colère. Mais tu as aussi raison d'être en colère de la manière dont tu l'es. La seule manière dont cela fonctionne, c'est si tu laisses les gens comprendre exactement ce qui va se passer sans que tu dises un mot. » Elle était parfois très sage, Émilie. 3 semaines ont passé. J'ai compté les jours. Je n'étais pas nerveuse, c'est étrange. J'étais en paix. Pour la première fois en longtemps, je me sentais en paix. Parce que j'avais un plan et que je savais que ce plan était correct. Le 31 mai était un dimanche. Mais les systèmes informatiques n'étaient pas au courant des week-ends. À minuit exactement, mes identifiants de prestataires allaient expirer. C'était automatique. C'était écrit dans les serveurs d'authentification. Il n'y avait rien de personnel à ce sujet. C'était simplement comment fonctionnait la sécurité informatique. Je me souviens d'être assis à mon appartement le 31 mai vers 23 heures. J'avais mon ordinateur portable devant moi. Je n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit pour la vérifier. À minuit, le système me rejetterait automatiquement. Et il l'a fait. À 0 heure, 0 minute, 0 seconde, le 1er juin, j'ai essayé de me connecter à notre système de gestion principal. Et j'ai reçu le message « Authentification échouée. Veuillez contacter votre administrateur système. » J'ai fermé l'ordinateur. Je suis allée me coucher. Et puis, bien sûr, tout s'est arrêté de fonctionner. La première alerte n'a été reçue que le lendemain matin, vers 8 heures. Mais ce n'était que le début. 2,8 milliards d'euros d'infrastructures informatiques avaient soudain perdu leur architecte de réseau. Et personne d'autre ne savait comment la faire fonctionner. Sébastien Morin, le manager qui avait ri de moi dans ce couloir, allait bientôt apprendre ce que cela signifiait réellement d'avoir une prestataire qui décidait que ce n'était plus son travail de continuer. Ce matin-là, je me suis réveillée tôt et j'ai pris mon petit déjeuner en regardant mon téléphone rester silencieux. Tout allait fonctionner exactement comme prévu. Le silence avant la tempête. Et j'étais le seul à savoir d'où elle viendrait. Je ne sais pas exactement quand cela a commencé à mal tourner pour eux, mais je peux imaginer. C'était un lundi matin, quand les premières alertes ont probablement explosé. Les systèmes de surveillance qui moi-même j'avais configurés 3 ans auparavant auraient commencé à signaler des choses étranges. Les tâches de synchronisation qui devaient s'exécuter à 3 heures du matin ne s'étaient pas exécutées. Les sauvegardes qui étaient censées se répliquer vers le centre de données secondaire à Genève étaient bloquées. Les requêtes vers le cluster principal commençaient à être refusées avec des erreurs d'authentification qui remontaient en cascade. Et puis, progressivement, les applications qui reposaient sur cette infrastructure ont commencé à ralentir. D'abord lentement, ensuite de façon plus évidente, et ensuite, elles se sont simplement arrêtées. Je sais cela parce que, à 10 heures le matin, mon téléphone a commencé à sonner. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé aller vers la messagerie, puis un autre appel, puis un email, puis un autre email. Et puis, parce que Émilie m'avait mise en contact la semaine précédente et m'avait donné un numéro privé, un SMS de Bertrand Leblanc, qui était le CTO de la banque. « Nathalie, appelez-moi immédiatement. Infrastructure down. » Eh bien, il était enfin arrivé au moment où j'avais attendu. J'ai attendu 1 heure avant de rappeler. Ce n'était pas une décision consciente, c'était juste que je prenais mon temps. Je voulais que la panique s'accumule un peu. Pas pour le mal, vraiment, mais je voulais qu'ils réalisent la profondeur exacte de leur dépendance envers mes connaissances avant d'accorder une opportunité à quelqu'un d'autre. Quand j'ai appelé Bertrand, il a presque crié dans le téléphone. « Nathalie, où avez-vous été? Votre accès a expiré. Les systèmes critiques n'ont pas pu se synchroniser. Le centre de données de Genève n'est pas en ligne. » J'ai parlé très calmement. C'était important que je sois très calme. « Oui, Bertrand,
Mon accès de prestataire a expiré le 31 mai. Il n'a pas été renouvelé. Un silence. Et puis, pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit ? Vous n'avez pas demandé, ai-je répondu. J'ai attendu que l'équipe RH envoie les papiers de renouvellement. Ils ne l'ont pas fait. Nathalie, vous savez comment tout cela fonctionne. Comment puis-je vous faire un nouveau compte ? C'était une excellente question. Il ne pouvait pas, parce que les comptes de service que j'avais créés étaient liés à ma prestation et à mon accès de prestataire spécifique. Il n'y avait pas de compte générique qui pouvait être distribué à n'importe qui. Il n'y avait jamais eu besoin d'être, parce qu'il n'y avait jamais eu besoin qu'il y ait un plan B. Vous allez devoir contacter mon entreprise de prestation, ai-je expliqué. Mon contrat a besoin d'être renouvelé formellement. C'est une décision commerciale qui me dépasse. Nathalie, l'infrastructure est down. Les données de nos clients ne sont pas accessibles. Nous parlons de millions de transactions par heure. Je comprends, ai-je dit. Je comprends vraiment. Et ce qui était vrai, c'est que je comprenais. Je comprenais mieux que quiconque dans cette banque, en ce moment, l'ampleur exacte du problème. Êtes-vous capable de revenir et de... Mon accès a expiré, Bertrand. Je peux demander à mon entreprise de prestation de réintégrer le contrat. Cela va probablement prendre un peu de temps. Les ressources humaines vont devoir être contactées. Les contrats vont devoir être renégociés. Combien de temps ? Je ne sais pas. Et c'était vrai. Peut-être que quelques jours, peut-être plus. Il y a eu un silence long au téléphone. Et puis Bertrand a dit « Attendez, Sébastien m'a dit que vous aviez formé quelqu'un. » Ah, Sébastien avait dit cela. Intéressant. Sébastien avait dit à son supérieur que j'avais formé quelqu'un d'autre pour reprendre le système. Ce qui était un mensonge. Ce que j'avais fait, c'était avoir des conversations techniques occasionnelles avec Michael, l'un des administrateurs système junior. Mais lui apprendre réellement le système entier, le configurer, lui expliquer tous les points subtils et les dépendances cachées ? Non, je ne l'avais pas fait. Michael, ai-je dit, Michael Vérard. Mais Bertrand, Michael n'a qu'une connaissance basique. Il peut redémarrer des services, il ne peut pas faire ce que j'ai fait. Pouvez-vous l'aider ? Pouvez-vous au moins lui parler ? J'ai envisagé cela. J'aurais pu dire oui. J'aurais pu me connecter à une connexion Zoom et expliquer à Michael comment reconstruire certaines choses. Cela aurait pris 1 heure ou 2, et puis au moins leur système serait de nouveau en ligne en quelque sorte. Mais j'ai pensé au moment où Sébastien m'avait regardé avec ce sourire condescendant et m'avait appelé une simple prestataire. J'ai pensé à 2 ans et demi de nuits tardives, de problèmes résolus, de crises évitées. Et j'ai pensé au taux que je gagnais, à la moitié des heures que j'avais travaillées, à la complète absence de gratitude. Et j'ai dit « Non, Bertrand, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Pourquoi pas ? Parce que si j'interviens sans contrat en place, cela me laisse dans une situation de responsabilité juridique très grise. Mon entreprise de prestation ne sera pas couverte. Et honnêtement, Bertrand, je ne pense pas que je serais à l'aise de travailler sur un système critique sans les éléments de sécurité et de responsabilité appropriés en place. C'était vrai, techniquement. C'était aussi stratégique. C'était une ligne que je n'allais pas franchir, pas sans que les choses changent véritablement. Bertrand a dû appeler l'équipe RH. Puis, il y a eu des appels à mon entreprise de prestation. Je suppose que des choses se sont dites rapidement dans ce cercle, parce que 1 demi-heure plus tard, j'ai reçu un appel de Philippe Chevalier, mon responsable chez Solaria Consulting. « Nathalie, la banque demande si nous pouvons renouveler votre contrat immédiatement, a-t-il dit, ce qui était beaucoup plus direct que ce à quoi je m'attendais. Vous dites qu'il y a un problème ? Il n'y a pas de problème, Philippe. Mon contrat a expiré, c'est normal. Généralement, cela se renouvelle, mais dans ce cas, il ne s'est pas renouvelé. Cela m'a laissé sans accès. Pourquoi ne nous as-tu pas contactés ? Pourquoi n'avez-vous pas contacté la banque ? Ai-je demandé gentiment. C'est votre travail de gérer le renouvellement des contrats. Un long silence. Et puis Philippe a dit
Quel est ton taux? Vous savez comment j'ai dit que je facturais 120 € de l'heure? Eh bien, à ce moment-là, à ce moment très spécifique, assis dans mon appartement à regarder les appels de panique qui arrivaient sur mon téléphone, j'ai pris une décision commerciale. 190 € de l'heure, ai-je dit, avec un taux minimum de 40 heures par semaine, garanti pour 12 mois. Nathalie, c'est... Ou vous pouvez chercher quelqu'un d'autre pour réparer ça, ai-je dit. Mais je pense que vous et moi savons tous les deux que personne n'existe. Philippe a respiré profondément, et puis il a dit « Je dois parler à Bertrand, je te rappelle. » L'appel est revenu 10 minutes plus tard. Ils acceptaient. 190 € de l'heure. 40 heures minimales par semaine. 12 mois. Contrat signé avant que je n'accède à quoi que ce soit. Ma rémunération venait de plus que tripler. Effectivement, après les prélèvements et les taxes, j'allais gagner environ 100 € de l'heure pour la première fois de ma vie. Et ce n'était pas parce que Sébastien était devenu généreux. C'était parce que j'avais le seul contrôle de quelque chose qu'il ne pouvait pas vivre sans. J'ai dit oui. Ils m'ont envoyé les papiers par email. Légalement, c'était contraignant. C'était signé. C'était officiel. J'ai demandé à mon équipe RH chez Solaria de réactiver mes accès avec effet immédiat, et une demi-heure plus tard, j'étais à nouveau connectée. Les alertes sur mon écran ont immédiatement explosé. Des centaines de messages d'erreur, des systèmes en panique essayant d'effectuer des tâches qu'ils ne pouvaient pas accomplir, des chaînes de transactions bloquées, des demandes de synchronisation qui avaient échoué. Tout le système informatique de la banque était en train de s'effondrer lentement, comme une créature mourante dont l'organisme se fermait progressivement. Sébastien m'a appelé directement. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il m'a appelé. Pas à cause de qui j'étais, mais parce que je représentais maintenant l'unique nœud de dépendance dans son univers. « Nathalie, merci de vous reconnecter », a-t-il dit, et sa voix était complètement différente. Elle n'était pas condescendante, elle n'était pas rapide, elle était suppliante. « Peux-tu remettre les choses en ligne ?»« Je suis déjà au travail, ai-je dit. Je vais d'abord stabiliser les replications principales. Ensuite, j'examinerai les chaînes de transactions. Cela va prendre plusieurs heures. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé toute la nuit du lundi au mardi. Pas parce que je suis une personne merveilleuse qui oublie les offenses passées, mais parce que je suis une professionnelle. Et je m'engage envers mon travail, même envers les gens qui ne m'ont pas traité équitablement. Peut-être que c'est une faiblesse, peut-être que c'est une force. À 6 heures du matin, le mardi, les systèmes principaux étaient stabilisés. À 9 heures, tous les systèmes critiques étaient de retour en ligne. Les transactions s'exécutaient, les données étaient synchronisées, tout fonctionnait. Et à 10 heures, Bertrand Leblanc est venu à mon bureau. Le CTO lui-même montant à l'étage des consultants. Il ne s'était jamais vraiment parlé avant cela. « Nathalie, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, » a-t-il dit. « Mais je pense que nous avons eu de la chance que vous ayez été capable et disposé à nous aider. »« Vous avez eu de la chance que mon contrat ait pu être renouvelé rapidement, » ai-je dit. Il a hoché la tête. « Oui, nous en avons parlé. Nous pensons qu'il est temps de vous offrir un rôle permanent, directeur principal de l'architecture informatique, avec le titre que vous méritez. » Je l'ai regardé, et puis j'ai dit « Non. » « Non ? J'aime être une prestataire, ai-je dit, mais je veux des conditions équitables. Je veux 400 000 € par an. Je veux le titre d'architecte en chef de l'infrastructure. Et je veux une clause dans mon contrat de prestation qui dit que le renouvellement est automatique à moins que je ne préavis d'arrêt 3 mois à l'avance. Bertrand a considéré cela. Et puis il a dit « Cela semble équitable, je vais l'arranger. » Et c'est ce qu'il a fait. Pas Sébastien, Bertrand. Parce que Bertrand comprenait maintenant quelque chose que Sébastien n'avait jamais compris. Il comprenait que j'avais de la valeur, et que cette valeur ne pouvait pas être définie simplement par un titre ou une permanence.
Sébastien, d'ailleurs, est devenu très silencieux après cela. Nous nous croisions toujours dans les couloirs, mais nous ne parlions plus. Il y avait un changement dans son regard. Pas exactement du respect. Peut-être une certaine conscience que les hiérarchies qu'il pensait être fixes n'étaient que fragiles comme du verre. Et j'ai continué. J'ai géré l'infrastructure, j'ai eu plus d'autonomie, je suis devenue encore meilleure dans mon travail parce que je savais enfin que ce travail était réellement apprécié. Et chaque mois, quand je voyais mon virement bancaire arriver sur mon compte, je savais que quelque chose d'important avait changé. Pas seulement pour moi, pour la façon dont cette banque pensait à la valeur, pour la façon dont elle pensait à ceux qui construisaient réellement les choses essentielles. Je n'avais pas eu besoin de crier, je n'avais pas eu besoin de faire de scène. J'avais simplement compris un système, j'avais attendu le bon moment et j'avais exercé le pouvoir que j'avais déjà. C'était une leçon sur la manière dont vous construisez une vie de travail. Ce n'est pas en combattant chaque injustice. C'est en s'assurant que vous avez du levier réel. Et puis, quand le moment arrive, vous l'utilisez avec précision et sans apitoiement. Sébastien m'avait dit que j'étais juste une prestataire. Et il avait raison. J'étais une prestataire. J'étais juste une prestataire qui savait comment une infrastructure entière reposait sur le renouvellement d'un contrat. J'étais une prestataire qui savait que personne ne pouvait faire ce que je faisais. Et j'étais une prestataire qui était prête à attendre le moment où cette réalité deviendrait impossible à ignorer. C'est peut-être ma plus grande satisfaction. Ce n'était pas que j'avais gagné, c'était que j'avais gagné sans me salir les mains. J'avais gagné en utilisant simplement les règles du système que tout le monde connaissait déjà. Et ensuite, quand le système s'était effondré sans moi, tout le monde avait compris sans que j'aie besoin d'expliquer. Cela, c'est du pouvoir réel.